Je voulais juste vous parler d'un projet qui va se concrétiser. Après-demain, il va y avoir la sortie en France d'un magazine économique qui s'appelle Entreprendre, qu'on va voir, et un numéro spécial Liban de 132 pages, dont nous avons écrit, nous, les journalistes ici Beyrouth, à peu près 80-90% des articles. Je salue tous ceux qui sont ici et qui ont participé à l'écriture de ces articles. Je vois Elie, j'en vois d'autres. Et donc, ça a été un vrai gros travail. Et l'idée de départ, c'est d'entreprendre. Ils nous ont dit, on veut faire quelque chose sur le Liban. Basma amnefam, on comprend rien à ce qui se passe au Liban. Donc, c'est une autre façon de voir ce qui se passe aujourd'hui au Liban. Je vous donne deux petits exemples. Voilà, ça s'appelle Liban, les 4 vérités. On explique dans ce magazine comment, en fait, la crise économique que vit le Liban aujourd'hui est une crise provoquée politiquement, décidée politiquement. L'exemple du défaut, plein d'exemples. On explique qu'il n'y a pas de plan de FMI, ça n'existe pas. Les députés savent parfaitement qu'il n'y a pas de plan de FMI. Il y a un plan des gouvernements successifs libanais. On pose la question, il y a un journaliste qui a fait une longue enquête, un journaliste français, sur où sont donc passés les 45 milliards de l'électricité du Liban, entre Gabji et voilà, c'est votre thème. On parle un peu de Tripoli, la ville la plus pauvre du bassin méditerranéen. C'est Maxime qui a fait le papier. Donc il y a toute une série de papiers. Le numéro va être... on parle de Joseph Rand, enfin vous voyez là-haut. Il y a Pierre Lescure, le président du Festival de Cannes, qui a fait quelque chose sur Gabriel Yared. Et on parle de l'enquête du port. Là, c'est tombé dans l'oubli, l'enquête. Les 225, aujourd'hui, personnes qui sont mortes. Traho, voilà. Et donc, je voulais vous dire que Patricia vous enverra à tous ceux qui sont là le numéro, sauf les journalistes d'ici Beyrouth, parce qu'on se fera des photocopies, nous. Donc, le numéro va être tiré à 75 000 exemplaires, sera dans tous les kiosques français après-demain. Et donc voilà, je voulais juste vous dire que ça, c'est un bon coup. Et j'espère qu'avec ça, on aura mis en lumière, nous et les gens d'entreprendre, un peu les problématiques libanaises. Et ils nous ont laissés complètement libres. Déjà, ils ne comprenaient pas trop, en fait, Enfin, c'est très compliqué la situation. Je me suis lancé dans une explication avec certains d'entre eux sur le dollar ou le lola ou saïrafa ou le taux ou la circulaire 158, etc. Je me suis vite arrêté parce que je pensais qu'ils allaient s'écrouler comme ça d'ennui et d'incompréhension. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça et que vous l'aurez tous et qu'il sort dans 2 jours et qu'on est très fiers d'avoir collaboré à ça, nous, jeunes médias libanais. On est très fiers qu'ils nous aient choisis pour collaborer à ça. Je vous laisse maintenant pour ce magnifique débat, très important. Merci Marc. Alors, donc je rappelle succinctement que ce débat s'inscrit dans le cadre des rencontres, ce qu'on appelait les rencontres d'ici Beyrouth, qui ont pour but chaque mois de poser un thème ou un dossier qui est au centre de l'actualité, qui fait l'objet parfois de polémiques et qui mérite d'être un peu éclairé. Cette fois-ci, nous avons choisi le thème du secteur de l'électricité. Le but de notre débat aujourd'hui est d'essayer de comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là et comment s'en sortir. Quelles sont les mesures qu'on pourrait adopter pour sortir de cette crise. Alors évidemment, le problème de l'électricité, il y a des facteurs externes, comme évidemment l'accroissement du prix des carburants sur le marché international, ou bien la présence de centaines de milliers de réfugiés syriens. Il y a quelques jours, la MTV a rendu public une enquête qui a démontré que les réfugiés syriens, je ne sais pas, sous toute réserve, je rapporte les chiffres, consomment à peu près 500 mégawatts d'électricité et ça coûte au Trésor 350 millions de dollars. Je ne sais pas si les chiffres sont exacts, mais incontestablement, c'est un facteur qu'on ne contrôle pas, le problème de la présence syrienne, qui a un impact sur le problème de l'électricité. On ne peut pas contrôler ce facteur. Et l'augmentation du prix des carburants, évidemment, on ne peut pas contrôler ça. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des facteurs et des paramètres internes liés à la gestion de ce secteur. Et ce sera le thème de notre débat aujourd'hui, sur le plan de la gestion, pourquoi nous en sommes arrivés là,
et sur différents plans. Et nous avons choisi des panélistes qui possèdent bien le dossier, plus certaines personnes qui sont présentes ici dans la salle qui possèdent bien le dossier aussi. Monsieur Jean Allier, évidemment, je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter, il est président du département des autorités des achats publics, précédemment des adjudications. Oui, donc je pense que vous avez suivi le dossier dans les moindres détails. Monsieur Hassan Beydoun, qui a été de 1910 à 1919, durant une période assez... 2000. 2010, 2019. Vous avez été directeur général de l'investissement au ministère de l'Énergie durant la période agitée, disons, si on veut être gentil, entre guillemets. Et Dr Antoine Habchi, député de Baalbek-Hermel, qui a effectué une démarche auprès des autorités judiciaires pour dévoiler un peu les causes du problème auquel nous sommes parvenus actuellement. Donc je vais commencer par donner la parole, si vous voulez, au docteur Antoine Habchi. Nous savons que vous avez effectué plusieurs démarches auprès des autorités judiciaires. Si vous pouvez, un peu, ce sont des démarches qui sont passées peut-être un peu inaperçues au niveau de l'opinion publique. Si on peut avoir un peu plus d'éclaircissement à ce sujet. Grand merci. Bonsoir toutes et tous. Effectivement, mon intervention, je vais essayer ou de la dévoiler brièvement et d'une façon succincte pour laisser la voie ouverte au débat, la question-réponse, parce que c'est un dossier qui nécessite vraiment des heures et des heures de discussion. Il est autant simple, mais autant complexe. Pour cela, je vais l'aborder en 3 moments. Et je vais l'aborder à partir de ma responsabilité. Ma responsabilité, c'est l'observation parlementaire. Ni lancer un jugement, ni parvenir à des constatations exactes. Mais en tant qu'observateur, il m'est très important de dire quel est le parcours que j'ai dû suivre, quel est le questionnement que j'ai dû poser au début et qui m'a poussé à faire ce parcours, et les conclusions que je tire et où est-ce qu'on en est maintenant dans ce dossier. Donc la première partie, il faut démarrer d'un postulat pour qu'on ne reste pas dans l'analyse et l'analyse opposée, les problèmes externes et les problèmes internes, les Syriens ou. Tout cela, en fin de compte, il y en a un responsable qui assure la gouvernance. Et s'il n'y a pas de responsabilité, on ne va pas aboutir à aucun résultat. Mon postulat, je vais le réduire aux chiffres très simples. Le dossier de l'électricité au Liban est simple. Avant de se lancer dans des discussions inaboutissantes, juste pour s'éparpiller ou pour dissiper la responsabilité. Mon postulat, le postulat qui m'a vraiment choqué, est le suivant. Le Liban, à l'apogée de la consommation en été, a besoin entre 3200 et 3400 mégawatts. Le coût des usines qui produisent 3200 à 3400 mégawatts, je dirais au meilleur des cas, ne doit pas dépasser les 4 milliards de dollars. Au Liban, on est endetté à 45 milliards de dollars entre les dettes et l'intérêt de dette, et on n'a pas d'électricité. Donc, avoir 24 heures nécessite 4 milliards de dollars. On est à 1 heure d'électricité, mais à 45 milliards de dollars de dette. 2010, l'ex-ministre
de l'énergie, Gebran Bassil, il annonce qu'en 2015, nous aurons 24 heures sur 24 heures électricité. Nous sommes en 2022, nous avons 1 heure d'alimentation en électricité. En 2010, il y avait une alimentation entre 15 et 16 heures d'électricité par jour. Aujourd'hui, il y a 1 heure. Les chiffres ne mentent pas. Et les chiffres n'induisent pas en erreur. Et les chiffres passent de l'extrême à l'extrême. C'est-à-dire, on n'a pas réduit les heures d'alimentation pour réduire le coût. En réduisant les heures d'alimentation, le coût a tellement augmenté. Alors, j'ai trouvé que la démarche que je dois suivre, c'est une démarche qui doit suivre le processus ordinaire et institutionnel. Donc, en vertu de la loi numéro 28 du 10/2/2017 sur le droit d'accès à l'information, j'ai dû soumettre au département concerné du ministère de l'Énergie et de l'Eau, afin d'obtenir des informations pour pouvoir élucider la problématique que j'avais entre les mains. Alors, il y avait 7 lettres de demande d'information. Je ne vais pas les citer. Je vais commencer avec la première, en disant la première lettre de demande d'obtention d'information, c'était sur les accords signés de commun accord entre l'électricité du Liban et Burotech. Ça a été enregistré sous le numéro 11071 du 11/12/2019. La dernière lettre de demande d'information, ou la 7e, c'était la lettre de demande d'obtention d'informations sur les contrats signés avec les prestataires de services, enregistrés sous le numéro 935 du 4/2/2020. Donc, alors, moi, je m'attendais à avoir vraiment la réponse. Et vraiment, et là, nous avons une problématique que nous allons constater à la fin. L'absence d'information est un indicateur de manque de transparence. Parce que là où j'ai eu vraiment l'information, c'est presque exact qu'il y a du gaspillage de 200 à 300 millions de dollars. Et je parle uniquement de la réhabilitation de l'usine de Zouk. Uniquement. Et effectivement, c'était l'élément de base de ma première demande auprès de la justice. Donc, j'ai eu les réponses aux lettres. La seule réponse complète, ou presque complète à 95%, c'était celle qui a été donnée par l'EDL au début, mais par la suite, toutes les demandes demandées de l'EDL étaient insignifiantes parce qu'on a donné une partie de l'information que je juge pas très importante en tant que telle, alors que l'information qui manquait et qui ont donné beaucoup d'alibis pour lesquels ils ne peuvent pas nous donner cette information, c'était les informations nécessaires pour faire une vraie investigation. Donc, j'ai commencé à avoir les réponses à ces lettres du 13/1/2020. C'était la réponse au sujet de l'EDL avec Burotech. Et depuis, parce que j'ai pu utiliser avec un groupe de personnes spécialisées le contenu pour marquer le gaspillage qui a été fait, plus d'informations. La dernière réponse, c'était le 8/2/2020. Donc, et voilà, dans l'une des réponses, on peut être choqué. Le ministre de l'Énergie, le 21/2/2020, il nous a remis la réponse à la 6e lettre au sujet des contrats de conseil dans laquelle le ministre de l'Énergie et de l'Eau donne prétexte de confidentialité. أمن الدولة يعني وضع سري ندفع ضرائبنا on paie nos taxes et أكيد selon la loi rien n'est confidentiel parce que
j'ai pu revoir la loi de la confidentialité et certes, ma demande n'était pas prescrite dans le cadre de la confidentialité. Donc, voilà. Face à tout cela, j'ai dû adresser une question au gouvernement à travers la présidence du Parlement le 4/3/2020 à cet effet. Et j'attends toujours la réponse. Quoique le délai constitutionnel est déjà bien dépassé, quoi. Donc, à part le gouvernement, j'ai dû avoir recours à des juges pour accusation ou pour obliger le ministère de nous donner réponse à la demande d'information. Toujours, il n'y avait pas une réponse très claire. Alors, le 3/5 ou le 4/5/2020, j'ai soumis un avis au parquet financier, au parquet pénal, constitué de 163 pages. Je vais vous dire, il suffit pour un député de douter pour écrire une ligne et faire un avis, soumettre un avis. Ce n'est pas ce que j'ai fait avec toute l'équipe qui a travaillé. Il y a une sorte d'investigation. J'ai essayé 1001 moyens pour avoir à certains recours à des documents que je n'ai pas pu avoir. J'ai eu d'avocats qui ont analysé le contenu des documents, des spécialistes que j'ai dû consulter. Ils n'aiment pas déclarer leur nom, pour cela je ne vais pas me permettre de le faire parce que le dossier continue. Alors on a fait tout cela et effectivement j'ai donné au parquet général, j'ai donné un avis composé de plusieurs pages dont j'analyse ce que j'ai douté et en appui, j'ai livré les documents en annexe. Donc le 4/5/2020, on a soumis au parquet général un avis constitué de 163 pages dans lequel les ambiguïtés sont détaillées. Excusez-moi, je ne vais pas aller dans tous les détails, on ne terminera pas, parce que je vais soumettre à M. Touma, au début de la semaine prochaine, tout le dossier. Vous aurez l'avis, vous aurez les documents à l'appui qui sont en annexe, et vous pourrez les feuilleter. Si vous trouverez qu'on peut collaborer pour tirer synthèse ou pour faire appui, je suis toujours présent, c'est mon devoir. Donc, dans cet avis, j'ai remarqué clairement qu'il y a une validation automatique des décisions de l'EDL du simple fait que le ministère n'ait pas fourni de réponse. Ça devient répétitif. Donc, ce n'est pas une seule fois, ça devient une méthode, ça devient un moyen. Faites attention et légalisez la corruption. On a créé une administration parallèle et l'administration officielle de ministère n'avait plus de rôle, aucun rôle. Donc, voilà la première, ce dont j'ai évoqué. Deuxième chose, il y a faillite du projet des prestataires de services malgré les prolongations du contrat et l'adoption de crédits qui se réfèrent à ce projet. Et les gens concernés, honnêtes, qui étaient dans ce projet, ont eux-mêmes écrit des lettres au ministère et au ministre lui disant « ça ne peut pas fonctionner de la sorte ». Alors au lieu d'écouter, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé le consultant pour avoir un consultant qui peut ne pas avoir de conscience ou qui n'écrit pas une lettre au ministre lui disant « le projet n'est pas réussi, il ne faut pas continuer à dépenser des centaines de millions de dollars ». Troisièmement, malgré les coûts du projet des prestataires de services, il y a un échec à pouvoir fournir les payages. Et le consultant de base a mentionné cela aussi. Concernant l'installation pétrolière, j'ai demandé juste les budgets. Pas de budget.
non remise du budget et il y a eu bien après 6 mois le scandale du fioul contaminé. Tout cela nous pousse à remettre en question. Je ne suis pas en train d'avoir une analyse subjective. Je remets en question. Donc, et pas mal de documents qui font preuve de gaspillage. Le 12/5/2020, nous avons organisé une audience avec la juge afin de discuter des détails de l'avis et de l'ensemble des documents et lois qu'on a convenu de remettre en annexe à l'avis. 15/6/2020, nous avons soumis premier et deuxième annexe. Le deuxième annexe ou le deuxième avis était composé de 137 pages dans lequel nous détaillons les infractions commises dans le projet de l'établissement de Deir Amar, notamment en ce qui concerne la TVA et son inclusion du prix dans le prix, ainsi que les coûts imposés au budget et la contradiction avec la Cour des comptes. Nous avons détaillé le projet des prestataires de services et nous avons également fourni les données ou les prémices de données sur l'échec du projet en s'appuyant sur des documents. Il y a des gens honnêtes au Liban et qui peuvent remettre tout leur poste, leur positionnement et leurs travaux juste pour dévoiler la vérité. Et je dirais sans nommer, parce que je ne sais pas s'ils aiment être nommés ou pas, je dirais merci à votre honnêteté. Ça a été une partie de la réussite parce qu'on remet en question le tout de façon très logique. Donc, et j'ai assuré le suivi du dossier. Qu'est-ce qui est choquant? Généralement, le parquet général reçoit de l'inspection centrale des dossiers. Oui, dans certains cas, lorsque la question est purement administrative, le parquet général peut virer un dossier à l'inspection centrale. Le dossier a été remis. Les 2 avis, je doute si ces avis ont été lus ou pas. Rien, un mot n'a pas été ajouté. Et tout cela a été viré à l'inspection centrale. Vous savez quand? Presque en octobre 2020. Selon la loi, l'inspection centrale a droit à 3 mois. Si on n'arrive pas à un résultat, on a un droit de prolongation pour 3 autres mois. Je suis en 2020-2022 et pas de réponse. Et je ne sais pas si l'inspection centrale va donner une réponse claire. Quoique je vous assure, j'ai réclamé à 3 reprises durant cette période, parce que je ne veux pas sortir du processus institutionnel. Au moins pour une fois, il faut faire les choses convenablement pour dire non, la fin ne justifie pas les moyens. Alors, j'ai été voir le président de l'inspection centrale à 3 reprises pour réclamer le suivi du dossier. Et voilà, il n'y a pas encore une réponse officielle jusqu'aujourd'hui. Voilà, je termine la description pour, en 1 minute, dire quelle est ma conclusion ou quelle est la synthèse et qu'est-ce que je compte faire pour continuer le dossier. Et je réclame votre aide. Et je réclame la collaboration à tous les niveaux, là où vous trouverez convenable. Pour cela, je mettrai tout le dossier entre vos mains. Premièrement, je suis déçu. Et je ne suis pas trop idéaliste. Mais le minimum est réclamé. On ne va pas pouvoir combattre la corruption si le système judiciaire continue de la sorte. Il y a une responsabilité partagée et il faut vraiment cibler ce complexe et ne pas cibler juste une partie ou une composante de ce complexe de corruption. Pour cela, oui, le parquet pénal doit travailler là-dessus, malgré toute la contradiction. Et à mon avis, il y a plus
qu'une contradiction parce que de tels projets et un tel gaspillage ne peut pas se réaliser sans concordance politique. Et lorsque je dis concordance, c'est-à-dire pour avoir des dépenses à tel niveau, il faut plus qu'une partie politique pour assurer les projets. Pour cela, j'ai dit c'est légalisé. بأول أفي بعته وموجودة قدام المدعي العام التمييزي حطيت إنه الكوربسيون مقوننة مشان هيك بدي تدقيق جنائي بالوزارة. كان بعد مش مسموع بكلمة تدقيق جنائي. أول مرة بقولها بالإعلام لأنه عم بحكي عن دوكيومون بين إيدي بعته للمدعي العام ما بقى في شيء بيقدر يتغير فيه. Voilà, c'est légalisé, on doit faire tout l'effort. Je continue. Une autre déception. Une demi-minute. Oui, Mais moi. ouais. Il me reste 30 secondes. D'accord, très bien. Ok. Merci. L'inspection centrale, c'est encore choquant. Malgré toutes les justifications, ça ne justifie pas un dossier qui devait terminer en 6 mois. Rien ne justifie qu'il traîne 2 ans. Rien au monde. Avec une question assez cruciale. Au niveau de l'information, jusqu'à maintenant, on ne donne pas d'information. Et l'information nécessaire, on ne la donne pas. Excusez-moi, lorsqu'un ministère ne délivre pas de l'information, pour moi, il est coupable. Lorsqu'un ministre cache l'information, ce n'est pas éthique. Rien dans ce qu'on demande comme information sur ce dossier n'est d'ordre sécuritaire. Le gaspillage est omniprésent. Adjudication anormale qui constitue une dérogation à la loi. Je ne vais pas parler trop là-dessus. Le spécialiste peut parler, le technicien peut parler beaucoup plus que moi. Et, en fin de compte, une administration parallèle. Les employés spécialisés auxquels on paie nos salaires n'avaient plus à signer, n'avaient plus à lire le document. Un conseiller, des conseillers, qui peuvent devenir des ministres. Après, c'était eux qui faisaient le travail de l'administration. C'est misérable. Excusez-moi, je m'arrête là et je répète, la voie est ouverte, c'est quelque chose qu'on doit continuer. Je me réfère maintenant à des spécialistes dans le domaine judiciaire pour voir comment je vais faire, que ce soit avec l'inspection centrale ou le parquet pénal, pour assurer le suivi du dossier. Votre présence aujourd'hui et les médias ont un rôle majeur. Je vous dirai, au bout d'un moment, lorsque les questions sont devenues trop tendues, il y a des médias qui voulaient en parler des dossiers d'une façon spécifique et par la suite se sont arrêtés. Alors, il faut savoir, le complexe est plus dangereux qu'on le croit. Et moi, je crois, je clôture, on ne va pas pouvoir reconstruire notre pays si on compte sur quiconque. Vous savez, si on ne reprend pas au moins 10% de ce qui a été gaspillé, des gens responsables, vous n'allez pas construire un pays. Il n'y a pas de dépôts bancaires, il n'y a rien. Si on ne reprend à travers cette façon et par cette méthode au moins une partie de nos droits, je ne souhaiterais pas, ou au moins je ne rêve pas pouvoir tout reprendre. Si on ne reprend pas une partie de nos dépôts, des gens responsables auxquels qu'on doit viser d'une façon directe et qu'on doit inculper pour avoir une partie de nos dépôts qui retournent, la question financière au Liban ne va pas être facile à récupérer. Excusez-moi, merci. Merci, Dr. Habshi. Alors, je voudrais, si on peut, essayer pour chaque intervention qu'elle soit limitée à 15 minutes au grand maximum pour qu'on puisse ouvrir le débat. Alors, à partir de ce que M. le député Habshi il a défini un peu le dysfonctionnement Oui, non. Alors, M. Jean Ali, vous avez suivi de près, vous avez dénoncé à plusieurs reprises
un dysfonctionnement parallèle sans doute au niveau des appels d'offres pour le secteur de l'électricité. Est-ce que vous pouvez nous exposer plus en détail un peu ce volet au niveau des appels d'offres et des contrats qui ont été parfois signés ou conclus d'une manière aussi illégale, peut-être sans passer par le ministère. Enfin, vous avez à plusieurs reprises dénoncé ce dossier, mais on voudrait en savoir plus. Tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Ce soir, je veux résumer un peu pour respecter l'intervalle de temps qui m'a été donné. Et puisque j'ai trop parlé de ces sujets dans les médias et dans des conférences de presse, j'arrête devant 3 mots tout d'abord. Monsieur Michel a parlé de la gestion de ce secteur. Monsieur Habshi a parlé de droit d'accès à l'information auprès du ministère de l'Énergie et a parlé de comment combattre la corruption. À propos de la gestion, je n'ai pas vu une gestion dans ce domaine. J'ai vu qu'un ministère qui donne des ordres aux conseillers et fonctionnaires et parfois aux certains organes de l'État chargés de donner des avis et de consultations. Dans certains cas, ce ministère revient à ces organes qui doivent protéger l'intérêt de l'État pour leur demander de lui importer des avis qui conforment avec sa mission illégale dans son ministre. C'est en ce qui concerne le mot gestion. Donc j'ai beaucoup de réserves sur ce mot. Je n'ai jamais vu une gestion ni un plan. Je ne voudrais pas détailler. Tout le monde parle du plan de l'électricité au Liban et met de date à partir de 2010, 11, 12. Je n'ai pas vu de plan, puisqu'un plan suppose une étude de marché qui n'a pas été faite, une étude d'environnement qui n'a encore été faite, une étude de faisabilité économique et de rentabilité financière qui n'a jamais été faite. Ce plan revient à quelques lignes pour nous dire, pour nous raconter une histoire. En 2012, vous aurez tel, en 2014, vous aurez tel, en 2020, vous aurez tel. Et en fin de compte, nous n'avons jamais eu à travers ces années. Donc, pas de gestion, pas de plan. En ce qui concerne le droit d'accès d'information, je dis que M. Habshi, peut-être, n'a pas saisi le côté qui va lui donner une réponse. Parce qu'il a passé dans un lieu qui applique en face du droit d'accès à l'information l'obligation de vivre dans l'obscurité. Et troisièmement, en ce qui concerne la guerre contre la corruption, sans respecter les lois, on ne peut jamais combattre la corruption, ni dans le secteur d'énergie, ni dans le secteur de mécanique, ni dans le secteur de bâtiments, de culture et d'agriculture, etc. Il faut appliquer les lois. Pour pouvoir appliquer les lois, il faut avoir des organismes de contrôle administratifs et judiciaires indépendants où il y a des hommes d'État, et pas des subordonnés pour des hommes politiques. C'est vraiment notre problème au Liban. Notre problème ne sera jamais résolu par un appui du Fonds monétaire international. Cet argent qu'on attend va nous servir un intervalle de temps, 6 mois, 10 ans, et après ces 6 mois, nous revenons à notre situation, puisque l'administration, les projets, ont besoin de 2 facteurs, de la gestion qui nous manque et des capitaux qui ne sont pas eux-mêmes nécessaires pour faire une économie. En ce qui concerne
les marchés, comment ces marchés ont été passés. Ces marchés, je distingue pour répondre à cette question deux parties. Le marché de pétrole, le marché pétrolier et le marché des usines électriques. Pour le marché pétrolier, entre 2012 et avant, je ne parle pas de l'étape précédente à 2012, puisque je n'étais pas à la direction des marchés publics. Jusqu'à 2017, le marché a été confié à une société que vous connaissez, que tout le monde connaît, de gré à gré. Et le contrat sera renouvelé chaque année sans faire même une estimation de ce contrat, sans avoir un petit rapport de 3 lignes au moins pour dire quels sont les avantages de ce contrat, pourquoi il est proposé au Conseil des ministres pour être renouvelé. En 2017, plus précisément en fin 2017, mois 11, une décision du Conseil des ministres, du ministre, a confié à la direction des marchés publics ce qu'elle doit faire par la loi d'organiser un marché, un appel d'offres pour assurer le pétrole auprès de l'électricité du Liban. L'ancien ministre d'énergie et ses suivants, M. César Abi Khalil, a refusé de faire passer ce marché, sauf avec un cahier des charges exclusivement détaillé pour le compte d'une société bien connue et bien dénommée. Des experts de l'Union européenne ont étudié le dossier d'appel d'offres. Ils ont trouvé des catalogues, des descriptions soulevées de catalogues de la société qui assure ce marché actuellement et dont les ministères d'énergie et le ministre d'énergie disent à chaque instant aux médias, aux gens, qu'ils sont contre cette société. Alors qu'en réalité, ce sont eux qui ont contracté avec cette société. Ce sont eux-mêmes, pas les autres, qui ont refusé de faire passer un appel d'offres sans un cahier de charges qui n'est pas en pleine conformité avec les descriptions uniques de cette société. C'est pour cela que la direction des marchés publics a refusé de lancer ce marché. En ce qui concerne le marché des usines électriques, et entre parenthèses, et en annexe, les berges, ce qu'on appelle le marché des berges, l'histoire est bien connue maintenant de tout le monde. Il y a une décision qui a été prise au Conseil des ministres pour obliger l'autorité des achats publics de faire passer ce marché. Il n'y a pas une décision expresse qui dit on oblige l'autorité des marchés publics de faire passer le marché. Non, mais il y a des indices qui expliquent cette décision. Tout d'abord, ils ont donné par une décision du Conseil des ministres, la direction des marchés publics a été donnée un délai de 48 heures pour étudier les cahiers des charges et sinon, il faut faire passer le marché tel qu'il vient du ministère. Or, nous avons étudié le cahier de charges pendant les 48 heures et nous avons donné des remarques et nous avons refusé de faire passer un marché détaillé à la mesure d'une seule société face à 3 décisions du Conseil des ministres. Et dans tous les cas, on arrive à un même résultat bien prévu, l'existence d'une offre unique ou bien d'une seule offre. Je ne veux pas parler de plus, je laisse le temps à mes collègues et aux questions. Je voudrais poser une question très rapidement.
nous avons fait un diagnostic qui rejoint celui de M. Habshi quelque part. Une question rapide. D'après vous, à part ce volet de corruption et de dysfonctionnement et de non-gestion, comment sortir de cette crise? Et quelles sont les mesures qui devraient être prises pour... les mesures à adopter pour sortir comme solution, dans cette situation anormale et terrible, de séparer l'administration de la politique. Et ça suppose l'autonomie du corps judiciaire. Encore, ça suppose l'existence d'une administration compétente, autonome et spécialisée. Et il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas, à mon avis, d'autres méthodes. Et avant de chercher l'argent de tout le monde, il faut chercher la réforme administrative et judiciaire. Sans avoir à cette réforme, les argents ne vont servir à rien, vont être partagés par les hommes de politique comme d'habitude. Donc le problème n'est pas législatif, c'est un problème de gouvernance. Non. Le C'est un problème de problème n'est gouvernance. pas un problème législatif. Je dis toujours à maintes reprises que s'il y a corruption, ce n'est pas parce qu'il y a une loi au Liban qui permet la corruption. Je suis contre ce qu'a dit M. Habshi, légaliser la corruption. Il n'y a aucune loi au Liban qui légalise la corruption. Le problème est le non-respect des lois. Le problème qu'il y a des gens, il y a des ministres qui veulent qui veulent avoir une force plus que la loi et qui doivent appliquer leur volonté au lieu d'appliquer la loi. Le problème n'est pas dans une loi qui permet une corruption. Le problème dans une dérogation à la loi, محمية من بعض الجهات القضائية بتطلع استشارات غب الطلب. Merci, M. Ali. Peut-être qu'on reviendra à ces problèmes. Je voudrais donner la parole donc à M. Hassan Baidoun. Si vous voulez vous exprimer en arabe, d'abord c'est à votre convenance, ou en français. Vous avez vécu de l'intérieur du ministère, vous avez été directeur général donc de 2017 à 2019. Vous avez vécu de près ce dysfonctionnement, de tout près ce dysfonctionnement, ou cette volonté, comme disait M. Ali tout à l'heure, cette volonté de la part de certains ministres ou conseillers de court-circuiter la loi et de faire eux-mêmes la loi au sein du ministère. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre expérience sur ce plan-là? Et donc comment, ce que vous avez vécu, comment ce dysfonctionnement se traduisait dans le comportement des ministères ou des conseillers, des ministres ou des conseillers? Permettez-moi d'abord de clarifier un point évoqué par le docteur Alié, dans lequel il a commenté sur la remarque du docteur Habshi. Est-ce que nous légalisons la corruption? Oui, lorsque le Conseil des députés intervient suite à la pression faite par un ministre fort qui menace d'annuler la séance ou de dissoudre le gouvernement. Cette corruption consiste à faire passer des dossiers contre la loi et à imposer à l'administration du ministère des actes illégaux. Ainsi, le ministre serait en train de transformer le Conseil des ministres en instance organisatrice de la corruption. Oui, la légalisation de la corruption se fait lorsque le Premier ministre est faible ou lorsqu'il y a répartition sectaire au sein même du Conseil qui permet de répartir les bénéfices et dossiers non régis par la loi. J'ai une expérience de 20 ans au ministère de l'Énergie et de l'Eau que j'ai partagé avec le docteur Alié, et j'ai été commissaire aux comptes aussi. Je considère ce qui s'est déroulé au ministère de l'Énergie et de l'Eau durant les 10 dernières années comme étant un crime grave
envers la nation. Comment ce crime a-t-il été perpétré? En violant les lois, en immunisant un ministre qui abuse de son pouvoir et prétend que la Constitution lui donne des prérogatives illimitées, bien que l'article 66 de la Constitution elle-même stipule que le ministre devrait gérer les intérêts de l'État et appliquer toutes les lois qui concernent son ministère. Or, la génération des ministres post-Taïf ne cherche qu'à investir les installations publiques et l'administration pour se générer des profits monétaires et politiques et créer des empires politiques et familiaux nouveaux qui font fi de la Constitution. J'ai personnellement actualisé les textes de loi qui me donnent des prérogatives, sachant qu'il n'est pas de prérogatives sans responsabilité. Comment un ministre peut-il avoir des prérogatives absolues sans assumer ses responsabilités? Ceci est illogique et va clairement à l'encontre de la logique de la Constitution. Un des articles du droit administratif accorde une prérogative clair au directeur général. Il devient par la loi un contrôleur des activités du ministre. L'article stipule que le directeur général approuve tous les dossiers communiqués au ministre ou exprime son objection par écrit. Que veut dire tout cela? Cela veut dire qu'il donne son approbation si les dossiers sont légaux ou exprime son refus lorsque ceux-ci sont en violation de la loi. L'article stipule aussi que les deux doivent être joints et renvoyés aux instances concernées. Il existe donc quelqu'un qui vérifie ce qui se déroule dans le ministère jusqu'à ce que le ministre prenne une décision. S'il y a objection sous forme de texte écrit de la part du directeur général, celle-ci est jointe au texte d'approbation. J'ai personnellement assumé cette responsabilité jusqu'au bout. J'ai de même informé tous les départements de contrôle, y compris les députés, de toutes les violations commises. J'ai relayé la vérité à tous ceux qui en sont concernés en vain. J'ai lancé un appel et j'ai dit, en ma qualité de directeur général de l'investissement, je suis le témoin le plus informé quant aux crimes perpétrés dans le secteur de l'énergie, dans le ministère de l'énergie, à AEDL et dans le secteur de l'eau même. J'ai à ma disposition toutes les données relatives. J'ai donc proposé de témoigner au Parlement devant la commission parlementaire d'enquête pour révéler la vérité. Je l'ai déclaré expressément dans les médias, dans le cadre d'un programme télévisé de renom. J'ai même invité les 4 ministres à me faire face en direct pour que je présente les documents prouvant leur culpabilité et pour que les Libanais comprennent d'où vient cet échec. Je le répète, il s'agit d'un crime grave envers la nation. Il aurait fallu, à mon avis, que le procureur général près de la Cour de cassation, qui a transféré le dossier du docteur Habshi à l'inspection centrale, s'adresse d'abord au directeur général de l'investissement et demande son avis pour obtenir les preuves relatives aux violations, à ceux qui les ont commises et à leurs motifs. Je maintiens que l'inspection centrale est informée et dispose de toutes les preuves.
Le simple fait de transférer le dossier à l'inspection centrale signifie que certaines personnes ont l'intention de ralentir la procédure ou même de faire abstraction de la loi. J'ai moi-même transmis les informations nécessaires aux personnes concernées, mais la pression politique était telle que le dossier n'a pas été étudié et qu'aucune décision n'a été prise à cet égard. Je suppose que l'enquête a été ajournée en attendant que le paysage politique change et permette de jeter le dossier aux oubliettes. Je suis certain que plus d'un procureur général connaissent la vérité, mais refusent d'en faire part. Au sein même du ministère de l'Énergie et de l'Eau se trouve un ministre qui abuse de son pouvoir. En 2010, le Conseil des ministres a approuvé le soi-disant plan stratégique du secteur de l'électricité. Il s'agit d'un document politique qui comporte des choix, des orientations futures envisagées sur plusieurs années. Or, le plan évoqué n'est en réalité que le contenu de la loi 181/2011 qui a accordé au ministère de l'Énergie et de l'Eau 1,2 milliard de dollars. أعطى وزارة الطاقة والمياه $1,200 مليون. Et c'est ça le plan, à mon avis, pour que celui-ci construise des centrales électriques produisant 700 mégawatts. L'objectif était aussi de réhabiliter les réseaux de transport et de distribution et de payer les consultants. Cette loi exige la formation d'un conseil d'administration pour la compagnie EDL en l'espace de 2 mois et la formation d'une autorité de régulation en l'espace de 3 mois. C'était en fin octobre 2011. Les gens devront appliquer la loi durant cette période. Il nous faudra modifier certaines lois, les lois de régulation du secteur de l'électricité, mais il faut appliquer cette loi en l'espace de 3 mois. Nous avons lié ces deux concepts-là. Il existe une information qui n'a pas été publiée autour de la raison pour laquelle le conseil d'administration n'a pas été formé, car le conseil avait été expiré plutôt, il n'avait que 2 membres. Le président n'émettait aucune objection, il n'assumait pas ses responsabilités, il n'a jamais lutté contre la corruption au sein de l'EDL, une institution publique. C'est l'EDL qui prend ses propres décisions, c'est EDL qui sait de quoi elle a besoin. Le ministre de l'Énergie n'a qu'à approuver les décisions de celle-ci ou à les renvoyer sans approbation en expliquant les raisons pour lesquelles il n'a pas approuvé. Et ces raisons ne doivent pas aller au-delà de la non-conformité à la loi. يبين أسباب عدم موافقته أو مصادقته وهذه الأسباب لا يجوز أن تتعدى عدم انطباقه على القوانين وعلى الأنظمة وهذا الدور الذي insisté sur le contrôle de ces décisions-là au sein de l'EDL. Le ministre et l'institution ne présentent plus leurs décisions à la Direction générale de l'investissement. Le docteur Habshi a dit, depuis 2016, lorsque j'insistais sur le fait de joindre mes objections écrites, le ministre les gardait dans son bureau. Et lorsque je lui demandais de joindre ces documents aux autres, il ne me les donnait pas.
il gardait le dossier dans son bureau le temps que l'échéance de 15 jours soit terminée. Et en l'occurrence, les décisions sont considérées comme caduques, ou plutôt non valables. Lorsqu'un ministre garde les dossiers chez lui le temps que l'échéance prenne fin, cela veut dire qu'il ne joue pas son rôle. Je vais vous expliquer les failles du département de contrôle. J'ai communiqué avec ce département plusieurs fois. Ce département, pour dire la vérité, sur le plan du contrôle, dans l'organisation administrative, il y a deux niveaux de contrôle. Le contrôle interne, pratiqué dans l'administration selon la hiérarchie administrative, à savoir le directeur général, le conseil et les autres. Lorsque le filtrage se fait selon cette hiérarchie et se termine chez le directeur général qui a la vision la plus large et la capacité la plus importante, il déclare les résultats au directeur général. Ce contrôle interne a été annulé quand les employés ou les fonctionnaires n'ont pas été désignés. Un fonctionnaire de troisième niveau incompétent est fatigué, est désigné par un ministre corrompu qui le nomme directeur général ou même ministre. Toute l'administration comporte des failles. Toute l'administration dépend du ministre, que ce soit pour les compensations, pour les voyages, le consentement, jusqu'à ce que les fonctionnaires soient désignés. C'est ainsi que le contrôle est annulé, c'est ainsi que le ministre abuse de son pouvoir. En ce qui concerne le contrôle externe, c'est-à-dire le département de contrôle, le service de comptabilité, l'inspection centrale, etc., lorsque ceux-ci prétendent qu'ils n'ont pas de prérogatives pour juger les ministres, je répondais, je suis d'accord que vous n'avez pas les prérogatives, mais il vous faut informer le président du Conseil des ministres de ce qui se passe. J'ai envoyé à l'inspection centrale des données relatives. Un jour, mes documents ont été renvoyés et on m'a dit que je n'ai pas dit ce qu'il fallait dire. Les départements de contrôle n'assument pas leur rôle. Alors comment expliquer la corruption au Liban et dans tous les ministères? Comment expliquons-nous cette corruption si les départements de contrôle jouaient leur rôle? Il y a des failles, il y a des comportements inadmissibles de la part du chef du Conseil des ministres. Cela facilite la corruption. Ce qui facilite la corruption aussi, c'est vraiment la courte durée de vie des gouvernements. Aucun gouvernement n'a duré plus d'un an. Nous vivons un état de non-contrôle, dans un état de non-contrôle, de non-vérification, un abus de pouvoir, de la corruption dans l'absolu. En ce qui concerne le plan de l'électricité, qui comporte deux conditions plutôt qui n'ont pas été prises en compte. Le plan stratégique politique n'a pas été approuvé par le Conseil des ministres. Il n'y avait qu'une seule condition, s'engager à appliquer la loi dans toutes les procédures. C'était la seule condition que le ministre n'a pas respectée. En ce qui concerne le Conseil de l'administration, le ministre n'a pas voulu le former. Parce que sinon il aurait perdu son contrôle sur le Conseil. Pourquoi ne pas former une autorité de régulation? Parce que celle-ci a des prérogatives.
Le ministre a proposé la modification de la loi, chose que personne n'évoque. Le président du Conseil des ministres a transféré la proposition de modification de la loi à l'autorité de législation pour que ceux-ci donnent leur avis selon la loi. La réponse a été la suivante. La loi ne peut pas être modifiée, c'est une loi nouvelle. Ces modifications vont à l'encontre des orientations modernes législatives, étant donné qu'elles donnent au Conseil de ministres beaucoup de prérogatives. Le projet de modification de la loi a été renvoyé. Le Conseil du service civil, lui aussi, s'est opposé à cette idée, que les orientations sont contradictoires, que la modification irait à l'encontre des autres lois. Or, on entend toujours les jeunes au secteur de l'électricité dire que depuis 2012, ils proposent des projets de modification de la loi 462 sans avoir de réponse. Si, il y a eu une réponse, la réponse a été négative. Les modifications que vous avez proposées sont inacceptables et vont à l'encontre des orientations modernes de la législation. Pour ce qui est de l'implémentation du plan de l'électricité, la réhabilitation du réseau et ce qui a été accordé au ministre, pour ce qui est de l'application du plan de l'électricité, c'est-à-dire, à savoir la construction des centrales, la réhabilitation du réseau, et ce qui a, et pour prétexte qu'il y a une phase de transition pour faire réussir l'application du plan, à savoir l'approbation des navires. Il n'y a ni répartition, ni appel d'offres, ni à EDL, ni au ministère de l'Énergie et de l'Eau. Certaines choses ont été faites dans le bureau même du ministre, ce qui prête à équivoque, comme quoi beaucoup d'appels d'offres ont été faits dans le passé et qu'il faut les négocier à nouveau. Personne n'a interrogé le ministre et c'est ça le problème du Conseil des ministres. Personne ne s'interroge, personne ne doute, personne ne remet en cause. En tout cas, le recours aux navires va à l'encontre de la loi de l'investissement d'EDL qui empêche la distribution de l'électricité, sauf si celle-ci se fait à partir d'EDL, sauf si elle se fait aussi à partir de centrales reconnues. Il n'y a pas de distribution d'électricité depuis les navires. Il n'y a pas de répartition. Un comité ministériel a été formé pour étudier le cas sous le contrôle du ministre de l'Énergie. En ce qui concerne les prestataires de services, le Conseil des ministres leur a donné son approbation, ce qui a justifié la collaboration avec eux en vue d'aider EDL à améliorer le service de distribution, à installer des électromètres intelligents. Ce groupe de compagnies a échoué royalement, et tout le monde le sait. Nous avons appelé à mettre un terme à ces activités-là. Le ministre a commis des erreurs, a continué à commettre des erreurs. Il a commis 2 erreurs fatales. La première, à savoir la centrale de Deir Ammar, lorsque des consultants sont allés et ont dit que les lois n'ont pas été appliquées, nous avons recommandé au ministre de ne pas donner son approbation. Donc, il avait dit que le financement s'est fait de l'étranger alors que ce n'était pas le cas. Les chèques étaient cuisants. Plus de 100 millions de dollars ont été perdus. La deuxième erreur a été de lancer des négociations après
L'entrepreneur a été informé, vous pouvez commencer vos travaux, bien que le service de comptabilité a demandé à l'administration de contrôler les travaux et d'appliquer la loi. Pour conclure, les raisons de l'échec du plan seraient la non-application, la violation des lois, l'abstraction faite et le désir de ceux qui travaillent au secteur de l'électricité de contrôler les investissements au sein même de ce secteur pour les dizaines d'années à venir, que ce soit sur le plan de l'énergie, de l'eau ou de l'électricité. في هذا القطاع لعشرات السنين المقبلة مياه وطاقة وكهرباء. Merci, M. Baïdou. Alors, pour résumer, je pense que le pronostic est clair. Il y a un problème de non-gouvernance, de non-gestion et de volonté d'hégémonie du ministre et du pouvoir politique pour gérer le secteur à leur convenance. Alors, je voudrais ouvrir le débat. Si possible, si on peut axer un peu le débat sur les solutions d'avenir aussi. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour sortir? Je voudrais donner la parole à monsieur Yahya. Oui. طبعا شكرا للمحاضرين أغنوا النقاش وحطوا حقائق. Je m'appelle Monsieur Yahya, je suis professeur à l'université américaine de Beyrouth. Je suis consultant pour plus de 20 ans dans le secteur de l'électricité. La définition est fausse. L'électricité est un secteur de service qui est au service du citoyen libanais. Au Liban, le secteur de l'électricité doit donner le plus grand nombre d'argent aux forces politiques qui le régissent. Alors, les données sont différentes là. Telle est la définition du secteur de l'électricité au Liban. Comment s'est traduit ce concept? Le secteur de l'électricité se caractérise par deux facteurs principaux. Premièrement, un haut coût d'investissement, 500 millions de dollars pour créer une centrale d'électricité, 250 millions de dollars sous la forme d'investissement interne. Donc la commission est énorme. Si vous voulez faire de la centrale électrique BOT en ajoutant un seul centime par kilowatt, vous gagnez 35 millions de dollars de profit net, 700 millions de dollars tous les 20 ans. C'est ça le secteur de l'électricité. Un secteur riche. Les forces politiques doivent savoir comment le financer. En ce qui est du coût des travaux du secteur de l'électricité, le coût avant 2019 était de 2 milliards par an, 800 millions sous la forme d'impôts et 1 milliard 200 millions de dollars payés par le Parlement pour le fuel. Vous payez tous vos factures. Vous savez qui les récolte, ces factures? Pas le ministère des Finances, mais plutôt des comptes à l'EDL. Le directeur général de l'électricité du Liban signe et dépense cet argent. Comment était la loi du temps de Fouad Chehab? Premièrement, il y avait le comité des répartitions, puis les directeurs, protégés par le conseil du service civil. Le directeur général ne peut pas les atteindre, puis le directeur général, puis le conseil d'administration, puis le président du conseil d'administration. Depuis 15 ans, on n'avait pas de directeur de deuxième degré. Il n'y avait que des directeurs de troisième degré qui étaient facilement licenciés par le directeur général. Le directeur général était aussi le président du conseil d'administration, même s'il n'y avait pas de conseil d'administration. Quand le conseil a été formé, tout a changé. Nous avons contrôlé le mécanisme ou le procédé de prise de décision. Les investissements sont élevés dans ce secteur, sont élevés et attractifs. Les coûts de travaux sont élevés aussi. Aucun ministre ne contrôlait 700 millions de dollars. Hein. Où vont ces 700 millions de dollars? 800, pardon.
50 à 100 millions sont dépensés pour les salaires des employés ou des fonctionnaires. Les 700 millions sont des contrats de travaux, comme pour les usines électriques, les services, les dépenses, la main-d'œuvre. Le procédé de prise de décision se fait par le truchement d'une seule personne, étant donné que nous avons des directeurs temporaires et nous n'avons pas de conseil d'administration. Ces contrats de 700 millions de dollars étaient des contrats fictifs. Le même opérateur des usines de Derama, les Zohrani, ils existent depuis 2000, ce sont les mêmes. 700 millions de dollars par an sous la forme de chèques bancaires dans la banque commerciale. 200 ou 250 millions de dollars de ces 700 millions تحصل عليهم بتشيك انت على البنك تجاري. Si l'on peut en retenir 200 ou 250 millions de dollars, c'est-à-dire que tous les 10 ans, on récoltait 2 milliards de dollars. C'est ainsi qu'il faut réfléchir. C'était un secteur principal du financement politique. Je ne veux reprocher rien à personne, mais c'était un secteur principal dans le domaine du financement politique. Nous sommes toujours dans ce cercle vicieux, rien n'a changé. Il nous faut maintenant prendre 300 millions de dollars de la Banque centrale et les repayer maintenant pour les services fictifs. Nous allons atteindre les 31 centimes par mégawatt et là, de ce fait-là, le secteur de l'électricité libanais sera le plus cher au Liban. Le citoyen qui ne dépense qui ne consomme que 250 kW par heure, 250 kW par heure, c'est-à-dire 3 millions ou 4 millions de livres libanaises par mois. Et de ce fait-là, le citoyen est en train de financer ce cercle de la corruption. Le problème n'est pas d'avoir 4 heures d'électricité par jour, ni de former une autorité de réglementation ou de régulation. Le problème, c'est vraiment de pouvoir faire un plan de réforme réintégré, à commencer par EDL, en passant par l'autorité de régulation pour aboutir à une décision politique qui dissociera le secteur de l'électricité des forces politiques. Lancer des réformes pour éviter d'avoir plus de problèmes. Merci, M. Yahya. Une question, M. Germanos. Je m'appelle Peter Germanos, j'étais juge pendant 26 ans. Je voudrais commenter rapidement sur les interventions. Il est impossible que le judiciaire puisse juger les politiques. C'est généralement le judiciaire qui se fait juger par les politiques. Nous en avons fait l'expérience, sinon nous ne serions pas assis parmi vous. Pour ce qui est de dissocier l'administration des forces politiques, c'est impossible. Dans aucune constitution du monde, on ne peut faire ça. Les pouvoirs collaborent entre eux. On ne peut pas établir une administration et dire qu'elle n'est pas liée aux forces politiques. Notre problème, c'est que les milices au pouvoir, pas les partis, mais les milices au pouvoir, après nous avoir tués sur carte d'identité, commencent à nous voler maintenant, à voler notre argent. Nous ne pouvons rien faire. Ce sont ces milices qui font mainmise sur le gouvernement. Ces milices sont autosuffisantes. Le secteur de l'énergie, que ce soit le pétrole par exemple, c'est le mazout qui finance les forces politiques. Ce sont les transferts d'argent qui financent les forces politiques. On est en train de réélire les mêmes personnes, les mêmes forces politiques, parce que c'est eux qui ont saisi les rênes, c'est elles, pardon, qui ont saisi les rênes du pouvoir. Si j'étais partisan des forces libanaises, j'aurais démantelé cet État. Cet État est notre ennemi. Cet État ne peut être réformé. Nous ne pouvons rien faire. Comment démanteler cet État ? En empêchant le monopole. Il faut au moins empêcher le monopole d'EDL, mais eux ne veulent pas. Ils parlent de répartition, de privatisation. Et vous êtes en train de dominer le pays, de saisir les rênes du pouvoir grâce à ce secteur public.
Pourquoi est-ce qu'eux refusent les aides du FMI? Parce que le FMI impose des réformes. Ils ne veulent pas lancer de réformes. Nous allons rencontrer des catastrophes, soit une guerre dans laquelle on ne peut rien faire, le peuple ne peut plus élire. Nous avons demandé à tout le monde de ne pas élire ces gens corrompus. Nous vivons une crise sans précédent. Tout le monde connaît la vérité. Il n'y a plus personne n'est choqué. Il n'y a plus de scandale dans ce pays. C'est devenu monnaie courante. Ils nous contrôlent maintenant comme avant, durant la guerre. Ne comptez sur personne dans le domaine politique. Aucun juge ne peut prendre la moindre décision. Le problème est énorme. Monsieur Pierre Boisy, Je vais parler brièvement. J'aimerais parler de mon expérience au sein du ministère, au sein duquel l'électricité et l'énergie étaient un sujet principal. Nous voulions augmenter la production, réduire les coûts, réduire le gaspillage. En 2010, M. Bassil a lancé un plan. 10 ans plus tard, César Abi Khalil a lancé un deuxième plan, puis un troisième plan 1 an ou 2 plus tard. Et actuellement, aucun plan n'a été envisagé. Et maintenant, Walid Fayad a lancé un 4e projet, ou un 4e plan. Il y a beaucoup de plans, mais aucune action. En ce qui concerne de ce qui s'est passé au Conseil des ministres, j'aimerais partager mon témoignage. Nous communiquons souvent avec le docteur Ali pour adopter la même approche. On nous a proposé يعني مراقبين يا شباب. Nous avons proposé un plan exhaustif pour le pays, dont la solution pour l'année 2017, que ce soit par des centrales flottantes ou des centrales terrestres, pour augmenter la production. Pourquoi pas? Mais on ne peut pas s'attendre à une solution d'ici l'été 2017. Des navires seront véhiculés malgré la volonté de tous. Nous nous sommes opposés à cette idée. Beaucoup de problèmes ont eu lieu avec le docteur Allier. Le plan exhaustif, nous l'avons évoqué. Mais pour ce qui est du plan immédiat, il y a une liste de conditions à prendre en compte. Nous nous sommes opposés à tout le processus au sein du Conseil des ministres, mais la répartition a été faite. L'enveloppe scellée a été posée sur la table. On m'a demandé de participer à l'ouverture de cette enveloppe, mais j'ai refusé, bien évidemment. Je pense que l'enveloppe est toujours fermée. Certaines personnes doivent dire non. Elles sont capables de dire non. Mais malheureusement, il y a soit de la peur, soit de la connivence, soit de l'incompétence. Ce sont ces concepts qui font échouer le pays. Nous parlons devant un média francophone. Les gens doivent avoir la capacité de s'indigner. Nous la perdons, cette capacité. Nous perdons notre culture démocratique. Nous perdons nos libertés. Nous perdons notre capacité de s'indigner. C'est très dangereux. C'est notre rôle à nous tous. Les médias jouent un rôle très important à cet égard aussi. Les médias doivent être audacieux et pousser les gens, et inviter les gens à ne pas accepter l'inacceptable. Il y a 2 catastrophes dans ce pays. 45 milliards de dollars ont été volés dans un pays pauvre, volés des gens,
La deuxième catastrophe, c'est le manque d'électricité, non seulement aujourd'hui, mais demain aussi, après-demain aussi. Le développement économique au XXIe siècle se base sur l'électricité, est dépendant de l'électricité. Bien évidemment, il faut que nous lancions une enquête sur les 45 milliards de dollars volés, mais il faut penser aussi à la dialectique. Pouvoir, responsabilité. Pouvoir et responsabilité vont de pair. On ne peut pas être au pouvoir et dire « on ne m'a pas laissé ». Par le fait des choses, vous êtes au pouvoir, vous êtes responsable. Si cette dialectique existe, tout ira mieux. Il faut tenir pour responsables les criminels. J'espère que M. Habshi et moi pourrons faire réussir ces projets, mais il faut penser au lendemain. Il faut savoir ce qui va se passer demain. L'économie libanaise a besoin de l'électricité, que ce soit avec l'aide du FMI ou non. Nous perdons l'esprit de démocratie, non seulement durant les élections, il y a des choses encore plus graves. Nous n'avons plus l'esprit d'opposition. C'est comme si un cartel politique existe maintenant. Tous. Et tous s'assoient sur les mêmes sièges, dans le même gouvernement, sans que quiconque ne contredise quiconque. Ce n'est pas monofactoriel, c'est multifactoriel. Chaque facteur doit être réglé en profondeur. Merci. Je vais être bref. Je ne suis pas spécialiste de l'électricité ni de l'énergie, mais j'aimerais m'arrêter sur ce que monsieur le juge a dit. Le judiciaire ne juge pas le politique ou la classe politique. La classe politique est jugée durant les élections. Ce qui est plus important dans le processus démocratique n'est pas uniquement d'aller et de voter. Ce qui est encore plus important que l'échéance, c'est l'alternance. Lorsque quelqu'un occupe un poste de responsabilité, il doit rentrer chez lui après la fin de son mandat. Vous avez aussi évoqué un sujet très important. Vous avez parlé de la démocratie. Lorsque nous ne changeons pas notre classe politique, cela veut dire que le système politique est défaillant. Le processus démocratique électoral est défaillant. Monsieur X a été succédé par Madame Y, puis par Monsieur Z, etc. Pourquoi est-ce que les informations ne nous ont pas été communiquées? Parce qu'ils savent que celui qui succédera à Monsieur X aura la capacité de ne pas vous donner ces informations non plus. Je vais être bref, je ne suis pas spécialiste de l'électricité, pas du tout, mais j'aimerais souligner une idée très importante. Le problème, c'est le système politique. C'est un cadavre qui s'appelle le système central. Il faut démanteler ce système et aller démocratiquement construire un Liban fédéral. C'est possible. Je vous remercie de m'avoir donné la chance ou l'occasion de parler. Merci. Monsieur Thomas. Oui. Elie, oui. Donc je vais revenir au français et un peu plus au sujet électrique. Donc tout d'abord, Dr Habshi, vous avez fait des demandes d'information de 2019 à 2020-21. Pourquoi pas être revenu jusqu'à 2010 ou 2012 avec les navires centrales? Et deuxième chose, puisqu'on n'a pas eu de réponse, donc il y a eu violation de la loi de l'accès à l'information. Quels peuvent être les recours à ce moment en tant que député, en tant que bloc parlementaire, en tant que parlement? Et troisième chose, Dr Boydoun, il y a eu des muna'asat dans le bureau du ministre. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour prouver que ça a été illégal ou c'est trop tard parce qu'en 2010 ça a été fait et qu'on est 12 ans après? Merci. Monsieur Habshi d'abord. Oui. Rapidement aussi. Concernant la première question,
j'ai fait la demande d'information en 2019, mais la portée revient à 2011 et 2010 et 2012. Alors j'ai réclamé les informations de ces années. La deuxième question, j'ai fait tout ce qui est d'ordre recours légal. J'ai porté une accusation devant un juge d'instruction pour obliger le ministère à me donner de l'information. Et quand même, l'information complète ou utile n'a pas été donnée. Et j'ai fait un avis auprès du parquet pénal. Quand même, le dossier a été viré à l'inspection centrale. L'inspection centrale, au bout de 3 mois, ne m'a pas répondu. J'ai envoyé une question. Alors, ils ont dérogué pour 3 mois de plus. Mais après et suite, j'ai continué ce parcours. Aujourd'hui, j'ai recours à des avocats pour voir là où on en est, comment je peux faire bouger le dossier. Moi, j'aimerais dire quelque chose. Je le dirai à la fin ou En ce qui concerne les répartitions dans le bureau de ministre et la responsabilisation, pour responsabiliser, il faut responsabiliser le ministère. C'est un projet géré par le ministère et approuvé par le ministère. Le ministère a formé un comité ministériel et a approuvé tout, alors que 20% de l'argent devrait être payé en avance. Payer en avance, ça veut dire qu'on a des liquidités, mais nous n'avons pas de liquidités. Il est trop tard. Il y a un point très important à souligner qui existe dans la loi de la responsabilisation générale. Le ministre est responsable et doit payer de son propre argent le coût de toute violation de la loi. Et si vous avez besoin d'avoir des détails supplémentaires, je vous les fournirai volontiers. Le Conseil des ministres doit former une commission d'enquête parlementaire et une autorité de responsabilisation des présidents et des ministres. Sinon, les ministres abuseront de leur pouvoir en toute impunité. Nous baignerons encore davantage dans la corruption. Monsieur Habshi, vous vouliez... monsieur Jean. En ce qui me concerne, j'aimerais commenter sur ce qui a été dit au début. Ce que M. Yahya a dit confirme que le problème n'a jamais été la loi, mais la violation de la loi. Lorsqu'un conseil d'administration se limite à une seule personne, ce n'est pas la loi. Ce sont des pratiques fraudulentes qui sont en violation de la loi. Les autorités de réglementation, si celles-ci ne sont pas formées de façon indépendante des ministres, seront des autorités de réglementation, non pas pour des secteurs spécifiques, mais des autorités de réglementation de la corruption. Nous n'aurons pas résolu le problème. Nous passons d'un ministère à un conseil d'administration pour donner à ce conseil une indépendance, une certaine indépendance. Nous sommes tombés sur un ministre abusif, pas seulement sur le plan du secteur électrique, pas seulement à EDL, cela s'applique partout dans les administrations libanaises. Nous n'avons pas d'institutions publiques, nous avons des administrations contrôlées par des ministres. N'importe quelle autorité de réglementation formée par un ministre, fondée sur base de répartition, de parts, de confession, cela veut dire que c'est de la corruption. Pour ce qui est de ce qu'a dit Monsieur le juge, le problème de la relation entre l'administration et la politique existe partout dans le monde. Depuis l'ère des Mutasarrifiyya, à l'époque des émirs chihabistes, le président Fouad Chahab avait donné de l'indépendance à l'administration, mais le déclin
dont nous avons été témoins récemment n'est pas lié à la relation entre l'administration et la politique, mais plutôt sous la forme d'un ministre qui désigne lui-même des juges qui, soi-disant, sont indépendants. Cette relation problématique a ramené au pouvoir des juges qui ne peuvent rien faire sans faire un coup de fil et recevoir une certaine approbation. Si nous ne dissocions pas l'administration de la classe politique, si le judiciaire ne devient pas une autorité indépendante, je ne suis pas d'accord que le judiciaire ne peut pas juger la classe politique. Le judiciaire peut juger tout le monde. Trump était président des États-Unis avant la fin de son mandat. Un juge n'a pas eu peur de lui. Un juge l'a jugé. De ce fait-là, un juge responsabilise les politiques avant toute autre personne, tout le monde. Pour ce qui est du FMI qui nous impose des réformes, etc., nous désignons des gens qui sont incompétents. Ce n'est pas le travail d'une autorité de réglementation, c'est de la corruption. Le droit à l'accès à l'information est un droit dont tout le monde devrait bénéficier. Il faut faire une loi et la respecter. En 2017, on m'accusait de diffamation lorsque je critiquais la répartition. Il n'y avait pas de répartition, il n'y avait pas de liste de conditions. On m'a envoyé 3 documents. Le consultant qui a travaillé illégalement a fini son travail et il ne reste plus qu'à lancer une offre. L'administration des répartitions a pris la relève. Nous avons dit que ce sont des mensonges. Le consultant n'a pas fini son travail. Monsieur le député, qui est toujours parmi nous, connaît bien cette histoire. Ils ont essayé de vous imposer un comité ministériel. Vous savez ce que cela veut dire? Vous savez ce que cela veut dire, un comité ministériel qui lance des offres? C'est un nouveau concept, un concept de corruption. Les administrations de l'État sont censées lancer des offres. Le Conseil des ministres est celui qui légifère, ou plutôt, le Conseil des ministres est celui qui adopte les politiques générales de l'État. Ce n'est pas le Conseil des ministres qui lance des offres. En 2012, des offres ont été lancées de la part d'un comité ministériel fictif. Le ministère avait préparé les répartitions des navires. Et en 2017, ils ont essayé d'imposer ceci au sein du Conseil des ministres qui a refusé cela et cela a été transféré à l'administration des répartitions qui jusqu'aujourd'hui est en train d'être responsabilisée parce qu'elle a dit non à la répartition des navires d'énergie. Un ministre de la Justice qui critique ou qui juge un fonctionnaire d'État qui dénonce la corruption est un problème. Par où commencer pour lancer les réformes anticorruption? Rien n'est impossible. Il ne faut pas baisser les bras. Nous sommes tous concernés. Je suis d'accord avec M. Abou Assi. Il ne faut pas parler de partis politiques, il faut créer un État. Ce n'est pas une question politique, c'est une question de génération. Ce sont nos enfants qui sont concernés, notre nation. Personne ne nous aidera en nous donnant un peu d'argent. Cela ne résoudra pas notre problème. Il faut arrêter le gaspillage. Il faut mettre un terme à la corruption pour résoudre le problème. Merci, M. Allié. Vous voulez passer 30 secondes pour clore très rapidement, parce qu'on a dépassé leur limite. Très rapidement. Très rapidement, j'avais ce souci. La question est tellement simple et en même temps tellement complexe. Je vous regarde en cherchant de l'espoir. Et j'avais déjà abandonné l'espoir pour maintenir juste l'espérance. Nous pouvons traiter tous les problèmes de la même façon.
mais nous n'aboutirons à rien. J'ai présenté un dossier, le fruit de centaines d'heures de travail avec un groupe de 30 ou 40 personnes. Il n'est pas vrai que nous ne pouvons pas avoir de résultats. Le philosophe de l'histoire dit, pour construire le futur, il faut tourner le dos et regarder le passé. Quoi que l'on fasse, les 45 milliards de dollars volés seront volés à nouveau. Si nous n'enlevons pas une carte de ce château de cartes, le château ne tombera pas. Pour cela, je suis hyper conscient, avec vous, une volonté collective d'aller jusqu'au bout et de dévoiler continuellement les détails parce que ce qui est dévoilé est très clair. Un homme de sens commun, non pas un juriste, un homme de sens commun, qui a le sens commun, peut voir l'aberration qui se fait si on ne poursuit pas cette démarche pour que cette complexité de corruption qui est un château en carton. Je vous appelle à rédiger un résumé de cette conférence et à publier le contenu de notre réunion. Je vous appelle tous à faire pression sur l'inspection centrale et sur le bureau du procureur général. Il y a des choses encore plus aberrantes que nous n'avons pas pu évoquer. Imaginez, je m'engage à envoyer à ICI Beyrouth un résumé de mon intervention. Je vous enverrai tout avec les annexes. Il faut que nous fassions pression sur l'inspection centrale et sur le bureau du procureur général. Il faut le faire. Il y a des choses encore plus aberrantes que nous n'avons pas pu évoquer. Imaginez au Parlement, lorsque nous ratifions un budget, on nous dit il y a 1 milliard consacré à l'EDL pour générer de l'électricité. EDL ne peut pas demander plus ou moins d'argent. Et puis, on m'envoie un texte qui dit les installations de pétrole demandent à EDL du mazout pour être vendu dans le secteur privé. EDL soulève le projet au ministre. Le ministre dit la somme doit être payée en espèces comme il se doit. Mais qui contrôle cette loi votée au Parlement exclusivement pour donner un certain nombre d'heures d'électricité aux gens? Pourquoi est-ce que cette électricité est vendue au secteur privé en espèces comme il se doit? Mais comment ça, comme il se doit? On est responsable et j'espère que cette séance soit sorte de relance de ce dossier, rien que pour qu'on regagne un peu d'espoir. يعني أنا هيدا الموضوع Il y a beaucoup de problèmes pareils. Ce n'est pas une question de droit ou non. Les contrats confidentiels, les contrats des consultants sont vraiment la somme
de l'impertinence. C'est vraiment un symbole de l'irrespect. Il n'y a pas plus de négligence que ça. On ne peut être plus négligent que cela. Il faut percer. L'impunité ne devrait pas être la règle d'or au Liban. أنا هيدا الموضوع يعني هيدا الموضوع بحطه بين إيدينا. Il faut percer quelque part pour prouver qu'on peut responsabiliser des gens وما بتقدر الإمpunité تكون الرجل دور بلبنان. Merci beaucoup, en tout cas, à tout le monde. Merci de votre présence. Il y a sûrement encore beaucoup de choses à dire, mais le temps presse. Bon, merci de votre présence et merci aux intervenants. Le juge doit mener des enquêtes et envoyer les résultats de l'enquête aux autorités qui responsabilisent. Le procureur général dissocie entre une erreur qui aboutit à un dommage ou quelqu'un qui a commis une erreur volontairement pour commettre un tort, justement. Je publie demain un article dans la revue, dans le journal Al-Nahar à ce sujet-là. Alors, je vous déclare en vous souhaitant tous joyeux Noël et surtout joyeux Noël, bonne année, Salaf.